faut être fier de ses racines, il faut être fier de ses origines. Il faut surtout pas mettre de côté ça. Pendant longtemps, on a mis de côté, moi-même j'ai mis de côté un peu cette origine-là. Aujourd'hui, je le revendique très sincèrement et je le mets en avant. Parce que si j'ai réussi ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est grâce à elle. Grâce à elle, grâce à mon père Bien également. sûr, bien entendu. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jamel Selmet et vous êtes sur Un pavé dans la mare, le podcast qui interroge la question d'appartenance, l'identité en mouvement et les dynamiques sociales. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours d'un entrepreneur qui a fait de l'accompagnement des entreprises son métier, mais il ne se contente pas de parler seulement chiffres et business. Derrière son expertise, il y a une identité et une histoire. Bonjour, merci Jamel de cette présentation, c'est flatteur, hein, dis donc. Donc je m'appelle Ali Chenouna, j'ai la quarantaine passée, bientôt une cinquantaine d'années. Je suis effectivement chef d'entreprise de ESC, entreprendre, soutenir, conseiller, et je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour m'exprimer dans un pavé dans la mare. Donc Ali, on va prendre le temps d'apprendre à mieux te connaître. Tu es né en Algérie en 1977, à Chlef, ex-El Asnam, El Asnam qui a été rebaptisé après le tremblement de terre de 1980, un événement terrible qui a bouleversé ta vie. Qui a bouleversé ta vie parce que tout a été détruit et c'est à ce moment-là que ton père est allé vous chercher pour vous faire venir ici en France. Et donc tu avais 4 ou 5 ans et vous vous êtes installé à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que il te reste des souvenirs de cette période de transition Algérie-France et qu'est-ce que tu en retiens? Alors ouais, effectivement, mais dis donc, tu es super bien renseigné. Bobigny, moi j'ai un très mauvais souvenir. La vérité, c'est que j'ai un souvenir de grille et de béton. Alors peut-être parce que j'étais en Algérie, ciel bleu et le soleil, et aussi une forme de chaleur. Mais en tout cas, j'ai un souvenir effectivement d'être arrivé en France avec ce ciel gris et ce béton. Donc certainement que je ne devais pas être super bien, comment dirais-je, à l'aise durant cette période. Après, ça a été mieux. Mais à ce moment-là, c'était pas facile. Alors, moi, j'ai appris à te découvrir sur LinkedIn, avec tes publications dans lesquelles tu partages des bribes de ton histoire, ton activité professionnelle. Ta maman, tu parles beaucoup de ta maman qui tient une place centrale, ton papa dont tu évoques aussi la mémoire, tes engagements et aussi tu parles de bien sûr, de tes réflexions sur le monde du travail et du vivre ensemble. Qu'est-ce qui t'anime autant et d'où te vient cette force? Mmh. Effectivement, alors moi j'ai grandi dans un quartier de la diversité, quartier HLM. Les Emmaüs, ça s'appelait, quartier Emmaüs. Dans le quartier, on avait des Portugais, on avait des Français, on avait bien sûr des Africains, Tunisiens, Marocains. Une grande diversité de population. Et un personnage central pour moi, c'était ma maman. Le midi, je rentrais tous les midis à manger, donc je m'asseyais. Elle était là, très présente. euh, et un peu comme, si tu veux, un gardien de football dans une équipe de football, c'est celui qui tient la baraque, hein, quelque part. Et donc, elle a toujours été présente. Mon père travaillait beaucoup, il était maçon, mais il faisait aussi d'autres métiers, on le verra. Et donc, lui était moins présent. C'était un bosseur, mon père, hein, comme beaucoup de pères immigrés de l'époque, avec cette culture du travail. Et donc, celle qui, à un moment donné, me, avec qui je vivais le plus au quotidien, c'était ma maman. Et j'ai appris beaucoup, en réalité, à ses côtés, sans le savoir. Sans le savoir. Patience, résilience. Je peux te raconter plein d'anecdotes. Euh, Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime autant sur LinkedIn à partager et cette force, d'où elle te vient? Donc, j'imagine elle vient de ta maman. oui, Tu parles souvent de ta maman ouais. comme d'un véritable pilier et on sent qu'elle est un moteur pour toi. Ouais, absolument. Enfin, moi, je l'ai découvert ça au décès de mon père, Allah yarhamou, en D'accord. 2013. Il est décédé. Et à ce moment-là, je me suis dit que quoi que me demande ma mère, je lui dirai oui, par défaut. C'est la réponse. Et depuis, euh, rien ne peut m'arriver. Vraiment, c'est une forme de baraka qui est extrêmement Très bien, puissante. Baraka, oui. Extrêmement puissante. Et cette baraka, je l'ai au quotidien. Il peut rien m'arriver.
Quand elle me dit, tiens, elle est inquiète sur un sujet, elle me dit, ah ben non, là, n'y va pas, ça, je n'y vais pas. Quand elle me dit, là, vas-y, tu peux y aller, j'y vais. Pendant plus de 8 ans, je me suis déplacé tout seul, alors que j'étais responsable financier international d'un groupe français. Je me déplaçais partout. Il m'est jamais rien arrivé. Alhamdoulilah. Je suis sûr que quelque part, c'est elle C'est ta baraka. voilà, qui veillait sur moi. C'est ma baraka, absolument. Absolument. Elle t'apporte cet équilibre entre ton activité personnelle et ton activité professionnelle. Absolument, elle fait le lien. C'est elle qui fait le lien et c'est une forme de sécurité. C'est grâce à elle que je m'épanouis également. Hein. Et elle le fait avec sa discrétion à elle. Bien sûr. Femme au foyer. Elle avait 6 enfants. Tu vois. Mais avec sa patience, sa résilience, son humour aussi. Elle a énormément d'humour, ma maman. Sa répartie. Beaucoup de mamans ont de l'humour, les mamans d'immigrés. Absolument, absolument. Sa forme de prise de recul. Elle prend le recul par rapport aux événements. Des événements très graves, elle est capable de dédramatiser. Et en même temps, elle a de la fragilité. C'est tout cela que je retrouve chez elle. Très sincèrement, si elle avait fait des études, elle aurait pu être quelqu'un avec une situation très importante, en fait, dans différentes zones. Tellement elle a de talent. Tellement elle a de talent. Pour moi, c'est une force parce que je me dis, mais tu es le fils de cette dame. Waouh! T'as de la chance, mon garçon. T'as de la chance. Et donc, c'est pas l'image... malheureusement, on a cette image, tu sais, de la femme... Alors, ma maman porte le voile, c'est une musulmane, elle porte le voile. Et donc, cette image-là est parfois un peu, comment dire, négative de prime abord. Tu te dis, oh là là... Mais non, 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 non. Ma maman, moi, j'ai lu Balzac, Zola, texte très détaillé. Elle a une précision des événements, c'est incroyable. Elle peut te raconter l'histoire qui s'est passée il y a 10-15 ans. Elle va te donner tous les détails avec un niveau de précision incroyable. C'est un talent. Et donc, je suis très fier. Et c'est ça que je veux faire passer via LinkedIn. C'est qu'il faut être fier de ses racines. Il faut être fier de ses origines. Il ne faut surtout pas mettre de côté ça. Pendant longtemps, on a mis de côté. Moi-même, j'ai mis de côté un peu cette origine-là. J'ai fait des études avec des classes où on était très peu d'enfants d'origine étrangère, très peu. Et donc, je mettais un petit peu de côté. Aujourd'hui, je le revendique très sincèrement et je le mets en avant. Parce que si j'ai réussi ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est grâce à elle. Grâce à elle, grâce à mon père également. Bien entendu. Grâce à elle. Et donc ça, c'est juste redonner. Il faut donner à César ce qui revient à César. Ta maman, entre parenthèses, tu l'appelles El Walida, El Mouema. Et ça donne une dimension assez sentimentale qui montre que ta maman a un amour maternel, et tu le dis en plus, un amour maternel absolu et inconditionnel pour ses enfants. Bon, c'est valable pour toutes les mamans, je pense. Mais là, chez toi, on sent cet amour de ta maman vers ses enfants. Mais en retour, toi, comment tu lui rends cet amour? Alors déjà, c'est très difficile quand même. Comment rendre tout cet amour que tu as reçu? C'est waouh. Un des premiers éléments, c'est déjà une forme de gratitude. Et avec l'âge maintenant, lui parler avec gentillesse, être à ses côtés, l'écouter. Je pourrais très sincèrement lui rendre l'amour qu'elle m'a donné. Je ne suis pas sûr d'être en capacité de le faire, très sincèrement. Mais essayer, par ces actions-là au quotidien, de faire en sorte de lui rendre un petit peu. Je ne suis pas sûr de lui rendre en réalité. Hein. Alors moi, j'ai remarqué sur certains points, il y a un élément où tu dis, quand je vais me déplacer, je vais aller la voir. Oui. C'est aussi une preuve d'amour. Oui, absolument. Et derrière ça, c'est si jamais il m'arrivait quelque chose, je serais venu te voir avant. Oui, bien sûr. Toujours. Et ça, c'est super important, effectivement. C'est très important. Alors, je ne sais pas si elle s'en rend compte de ça. Elle le sait. Je ne sais pas. Il y a un truc aussi que je fais, et c'est personnel, mais je le fais aujourd'hui. C'est dans des moments à elle, son anniversaire, la fête des mères, c'est de me remettre le petit garçon que j'étais vis-à-vis d'elle. Il m'est arrivé, par exemple, de lui écrire un poème en arabe pour lui dire que je l'aime.
Et on finit, très souvent, ça se termine, on pleure tous les deux et on se prend dans les bras. Voilà. Mais oui, ça, il faut que je lui redonne. Il faut que, parce qu'elle donne tellement d'amour et on se rend pas compte parfois tout l'amour qu'elle peut donner et il faut lui redonner un petit peu. Et le peu qu'on lui donne, ça la rend heureuse en réalité. C'est très bien. Ouais. Alors, en rendant hommage à ta maman, tu rends aussi hommage à toutes ces mères immigrées Oui, de la première génération. oui, Et je ne peux pas, je peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour ma maman qui Oui. nous a quittés il y a 1 an, Rahma, Rahma, Rahma. paix à son âme. À toutes ces mères immigrées arrivées en France, Oui, souvent sans bagage Oui. scolaire, oui, et tu dis, toi, dans un de tes postes, mais avec des talents insoupçonnés, Oui. cuisinières, oui, couturières, Oui. infirmières du quotidien, Oui. éducatrices, et prêtes à tout pour leurs enfants. oui, Un peu comme toutes les mamans, dirais-je. Mais à la différence que ces mères-là, que ces mères immigrées, ont dû faire face à l'éloignement, oui, aux barrières linguistiques oui, et à l'adversité. oui, Alors, à travers cet hommage, oui. est-ce que tu penses que l'on mesure tous les sacrifices qu'elles ont faits, le poids de leurs sacrifices, le courage, leur courage silencieux Mm. et l'héritage immense qu'elles laissent à leurs enfants? Écoute, c'est la question. Très sincèrement, on ne mesure pas, je pense qu'on ne mesure pas toute la force qu'elles ont. C'est une force énorme. C'est la force de l'accouchement. La mère qui met au monde son enfant, au moment où elle met au monde l'enfant, où il sort Mm. l'enfant, elle a une énergie incroyable. Et cette énergie-là, c'est un peu notre soleil à tous, quelque part, notre source d'énergie. Mhm. Si on veut avancer dans la vie, tout à chacun, il faut savoir faire preuve d'énergie. Et pourquoi aller chercher l'énergie ailleurs? Alors qu'en fait, on a une source d'énergie intarissable, avec l'amour intarissable qu'ont les mamans, avec tous les talents qu'elles ont. Il faut juste en prendre soin et rester à ses côtés et profiter de cette énergie-là. Et on va grandir, on va les faire grandir. Non, les talents ne sont pas suffisamment mis en avant. Non, ces talents-là sont pas suffisamment connus, je dirais, et ils méritent d'avoir toute leur place. Et en disant ça, je m'adresse quelque part à tous les enfants d'eux pour leur dire, mais waouh, vous vous rendez pas compte quelque part de la chance que vous avez, utilisez-la à bon escient. En parlant ainsi de nos mères, Oui, on réalise à quel point, et comme tu l'as assez bien dit, elles sont des piliers dans nos vies. oui, Mais elles n'étaient pas seules. non, Il y avait aussi nos pères. oui, bien sûr. Ces hommes qui ont quitté leur pays pour ouais. bâtir un avenir ici. Ouais, Toi, ton père est Ouais. arrivé en France en 1954, oui, ne sachant ni lire, Non. ni écrire, et Non. en se débrouillant seul. oui. Est-ce que tu peux nous raconter son parcours en France? Mon père a fait énormément de travail. Il est arrivé en France à l'âge de 22 ans. En 1954, comme tu viens de le dire, il est en Normandie pour le travail, pour la reconstruction. On est après 1945, il faut reconstruire la France. Il a travaillé comme maçon, boiseur, dans le domaine des travaux publics. Il a construit énormément d'escaliers. Lui, sa spécialité, c'était les escaliers de collèges et lycées. D'ailleurs, je me dis, mais dans certains collèges et lycées, les étudiants ne se rendent pas compte qu'ils marchent sur les traces de mon père. Quelque part, je me dis ça. Non, je me suis rendu compte en fait de la force. Je me suis retrouvé, j'étais responsable financier international d'un groupe français à l'époque. Je me suis retrouvé à Shanghai, métro de Shanghai, écriture chinoise, tout en chinois. Et là, je me suis dit, waouh, lui, il s'est débrouillé pendant toutes ces années, tout seul, en France. Alors, il vivait dans un foyer Sonacotra, enfin, l'équivalent d'un foyer Sonacotra. Et il s'est débrouillé tout seul pendant toutes ces années en France. Waouh. 22 ans. Ces hommes, comme ton père, ont travaillé dur, souvent Ouais. dans des métiers pénibles. Oui, Et tout ça, ils l'ont fait pour leurs Oui. enfants, leur famille. oui. Est-ce que toi, tu as un souvenir particulier qui symbolise
ce sacrifice qu'il a donné pour sa famille? J'ai pas de souvenir particulier, mais j'ai le souvenir d'un père qui était quelqu'un de strict, hein, dans le tas, Comme tous les papas, comme hein. tous les papas, exactement. Néanmoins, il était à la fois maçon et puis les samedis dimanches, on partait. Il partait faire les marchés, donc c'est lui qui vendait, il achetait des fripes. À l'époque, c'était dans les friperies, puis on partait les marchés. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette époque-là où je partais le matin, tôt le matin, le samedi matin avec mon père, et nous partions sur les marchés. Et je passais d'excellents moments à ses côtés à ce moment-là. Euh, Mon père était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, comme beaucoup de pères à l'époque. Ce qui n'a pas empêché, beaucoup plus tard, de commencer à exprimer les choses et d'avoir cette forme de Tout à gentillesse. fait. Alors, justement, je voulais te poser une question à Vas-y. ce sujet-là, parce qu'on parle des mères et de leur amour inconditionnel. Elles le Ouais, montrent. ouais, Nos pères, oui, c'est plutôt un amour silencieux, oui, un a- et par l'action, oui, par leur oui, travail. oui, Et toi, chez toi, comment s'est manifesté cet amour silencieux envers vous? oui. Moi, c'était par exemple quand je partais en sortie scolaire, hop, avant de partir, il me prenait et puis il me donnait un petit billet tu sais, dans la poche. Voilà, hop, allez, vas-y. Et puis c'était aussi sa fierté. Il est venu me voir à quelques événements sportifs. Quand je joue au football, Mm. mon premier marathon, il était présent. Premier marathon de Paris, il était présent, il était là pour me supporter. C'est bien sûr sa fierté, certains événements où tu reçois un diplôme, etc. Donc c'est tout cela. Mais tu le sens. Mm. C'est pas dit, mais tu le sens. Tu le vois dans son regard. On a parlé de tes parents et à travers tes parents, c'est toute une génération de parents Ouais. qui ont semé, malgré la diversité, Mm. des valeurs, Mm. des traditions, Mm. des repères, un héritage Mm. qui continue de vivre avec leurs enfants. Mm. D'accord. Quelles sont les valeurs et les traditions essentielles que tu gardes encore aujourd'hui? Mm. On en a plein des valeurs, des traditions. Bien évidemment, toutes les traditions, Essentielles, hein. les rites autour de la religion, ça c'est très important. Le ramadan, l'Eid al-Kbir, tous ces moments de l'année sont bien sûr très importants pour tous. On se retrouve à ce moment-là, dans ces moments-là. Mais il y a aussi au quotidien le fait de se dire bonjour, salam alaikum, à la maison. Salam alaikum. On se voit le matin, salam alaikum. Soir frère. Sabah khair. Voilà. C'est le fait aussi, avec mon fils, mon second, c'est de partager aujourd'hui. Alors, c'est lui qui m'a entraîné d'ailleurs. C'est vrai, c'est lui qui m'a entraîné. Aujourd'hui, on partage des cours d'arabe ensemble. On y va ensemble. Donc, on partage ces moments-là. C'est aussi le fait de se retrouver autour, bien sûr, le moment de la table, autour de la table, autour de plats qui sont des plats faits ensemble. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, je fais le tchouktchouka pour mes enfants. C'est moi qui l'a fait. Et je la fais parce qu'elle m'a été transmise par ma mère. Et je la fais. Alors, je la fais pas aussi bien que ma mère, mais je la fais. Et quand je la fais, j'ai l'impression de transmettre aussi un petit peu de notre culture à mes enfants. Donc, c'est tout ça. C'est bien sûr le fait de retourner. Alors, on va moins en Algérie, mais mon épouse est marocaine. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais mon épouse est marocaine. Donc, on va au Maroc avec les enfants et ils retrouvent cette culture également dans ces moments-là. Oui, la culture est semblable, les traditions Oui, sont les oui, mêmes. Et oui. comme tu dis, comme la religion elle est exactement la même entre Oui. le Maroc et l'Algérie, donc forcément, on a les Oui. mêmes traditions. Oui, Grandir avec plusieurs cultures, c'est une richesse, oui, mais c'est aussi un équilibre à trouver. oui, Un équilibre à trouver parce que Oui. on a la culture de nos racines oui, et la culture française dans laquelle on a grandi. oui. Toi, comment tu trouves cet équilibre entre ces deux cultures? Je ne sais pas si c'est un équilibre, si tu veux, ou comment dire, une espèce de mix des deux. Euh, on peut avoir au petit déjeuner une scotcha, hein, et tartine pain beurre au croissant et pain au chocolat, si tu veux. On a les deux aujourd'hui. Donc on prend les deux et on essaie de prendre le meilleur des deux.
On a le rapport au temps qui est peut-être un peu différent dans les deux cultures, mais on garde, j'essaie de garder avec chacun ces deux rapports au temps qui sont très importants. Le temps maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain, etc. Et puis un temps d'après, qu'est-ce qui va devenir plus tard, et quand je serai au-delà. C'est les deux temps D'accord. qu'on garde. Donc ça, c'est un élément fort. Très bien. Alors, Oui, toi, tu as une double appartenance, oui, algérienne et bientôt française, parce que je pense que tu es en oui, cours de naturalisation, il me oui, semble. oui. Euh, Est-ce que tu vois cette double appartenance comme une force ou est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments de doute? Alors, j'ai peut-être eu à un moment donné des moments de doute. Par exemple, le passeport algérien était un passeport difficile. Quand tu voyages avec un passeport, parce que j'ai voyagé pendant très longtemps, je me suis retrouvé par moments coincé à l'aéroport. Mais plus maintenant. Ça, c'est terminé. C'est un volet administratif. Donc, on va le mettre de côté. Mais aujourd'hui, c'est une force, clairement. Cette double culture, et ça, c'est une affirmation très forte, c'est une force incroyable. Vraiment. J'ai travaillé avec énormément de nationalités européennes. J'ai travaillé des Anglais, des Belges, des Allemands. Et je pense que ma réussite avec ces pays-là, c'est ma double culture. Ça, aujourd'hui, j'en suis convaincu. Ça m'a permis de me positionner en faisant un pas vers l'autre. Parce que, tu sais, voilà, j'avais pas une culture plus forte que l'autre. Hein. Quand j'allais en Allemagne travailler avec les Allemands, ils me disaient, mais je représentais la France, alors que j'étais algérien. Je représentais la France. Bon. Mm. Mais je le faisais avec grand plaisir. On a parlé d'héritage culturel et on a Oui, bien vu, donc, comme tu l'as décrit, que cet héritage est bien vivant chez toi. oui, Donc, tout ce qui concerne toute la tradition et oui, culture de ton pays sont bien représentés. Mais une question se pose justement, et tu l'as un peu évoqué, c'est comment conjuguer avec sa culture, oui, avec sa culture transmise par les parents, donc avec la culture qui, je vais le dire autrement, c'est de faire le lien entre le passé oui, et m'adapter au présent. oui. Comment faire? Tu as raison, c'est exactement ça. En fait, ce que je suis aujourd'hui est la résultante de tout ce qui s'est passé. Mm. On est d'accord? Donc, moi, avec tout ce bagage-là, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? C'est la question que je me pose. Comment être le meilleur possible avec tout ce bagage-là? Et ce bagage, et c'est Mustapha Cherif, penseur algérien, philosophe, qui a bien compris qu'il fallait faire le lien entre. Alors lui, par exemple, en parlant des Occidentaux et des Orientaux, Occident-Orient, lui il dit il ne faut pas faire la confrontation entre les deux. Au contraire, il faut que les deux se complètent et les deux ont à apporter l'un à l'autre. Et comment te dire, mais il y a une phrase qui résume bien la chose, qui disait, c'est un Africain qui dit ça, qui dit en Europe vous avez la montre, nous en Afrique on a le temps. En fait, il faut les deux. Il faut avoir la montre et il faut avoir le temps. Il faut avoir les deux. C'est clair. Voilà, il faut avoir les deux. Et aujourd'hui, moi j'ai la chance d'être né en Algérie. J'ai la chance d'être né en Algérie avec des parents d'origine algérienne, avec une épouse marocaine, et de vivre en France et en Europe. Et c'est une chance. Tout à fait. C'est une chance. Et en fait, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être qu'il faut, Oui. qu'il faut adopter pour Oui. justement conjuguer avec les deux cultures. Oui. Okay. Donc, et j'ai une question, est-ce qu'il y a un pan de culture qui symbolise justement cet équilibre chez toi? Écoute, en matière de peinture, je suis épaté par l'impressionnisme. Claude Monet. Voilà. Claude Monet. La peinture, c'est Monet. Hein. La gastronomie, elle est plutôt algéro-marocaine. Voilà. Préférence. D'accord. Donc, tu vois, il n'y a pas de. Musicalement, ouais, j'ai une préférence pour les musiques modernes, européennes, Donc, américaines. tu composes avec tous ces éléments-là pour faire ton équilibre. Absolument. Absolument. Alors, ton histoire est celle d'un parcours entre héritage culturel, travail acharné et engagement. Oui. As-tu, toi, le sentiment d'avoir réussi au regard des sacrifices de tes parents?
Alhamdoulilah. C'est mon père qui avait dit ça. Et en venant à la maison une fois, il avait dit à ma mère, elle a dit, regarde, ils sont mieux que nous. Donc, cette phrase-là, c'est un élément de réussite. Ils sont mieux que nous. Donc, alhamdoulilah, oui, parce que le statut social, le métier, tout ce que tu voudras, est un métier, voilà, en termes de positionnement. Maintenant, il y a encore du chemin pour réussir à faire ce qu'ils ont fait, eux. 6 enfants, en arrivant dans des conditions ne sachant pas lire et écrire. Finalement, ils sont partis de beaucoup plus loin que je ne suis parti pour arriver là où eux sont arrivés. Donc, la question, c'est aussi quelle part de chemin je vais être capable de faire, moi. Et quelque part, ils me mettent la barre haute, finalement, en me disant, attends, moi, j'ai appris à lire et à écrire en français. J'ai appris les langues étrangères. Je suis allé à l'école. J'ai des moyens de transport, des moyens techniques, technologiques. Waouh! Eux, ils n'avaient pas tout ça. Tout à fait, hein, et donc, alors, tu vois, donc d'un côté, il y a une réussite, mais attends. Oui, c'est pour ça, c'est au regard des sacrifices de tes parents. Absolument. Tes parents étaient peut-être fiers de toi. Absolument. Voilà. Absolument. Quand as-tu su que l'entrepreneuriat était fait pour toi? Moi, je l'ai en tête depuis très longtemps. Ce que je te disais, donc mon père avait fait de la friperie, mais il avait été commerçant lui-même dans sa jeunesse. Donc, j'ai une sœur qui tient des salons de coiffure. Donc, dans la famille, on n'est pas non plus. Il y a un terreau qui vient de mon père. Une fibre. Il y a une fibre qui vient de mon père. Ça, c'est un. Et puis deux, il y a le souci d'indépendance. Ça aussi, c'est un caractère de mon père. L'indépendance, le fait d'être indépendant, de ne pas dépendre d'eux. Donc, l'entrepreneuriat en cela est un moyen d'être indépendant. Donc, il y a cet aspect. Donc, ça fait maintenant effectivement beaucoup d'années en réalité que j'avais ça en moi. J'ai fait des tentatives en 2010, 2008, 2009, qui n'ont pas été concluantes, des échecs. Hein. J'ai tenté, j'ai essayé, puis je n'ai pas réussi. C'est comme ça. Est-ce que tu peux nous parler des entreprises que tu as créées, ESC et Afriway? Très bien. Et quelles sont leurs missions? Alors, écoute, ESC, je l'ai créé en 2020, juste après le Covid. Entreprendre, soutenir, conseiller. L'idée, c'est de rendre les entreprises plus performantes de façon durable. J'accompagne, avec mon expérience, pendant plus de 20 ans, j'ai été responsable financier, directeur du contrôle de gestion dans différents groupes. Et donc, j'accompagne les entreprises à s'améliorer du point de vue financier. Première entreprise en 2020. J'étais tout seul au départ. Donc, je faisais des missions pour des grands groupes, des ETI, comme contrôleur de gestion, comme directeur financier. Et je continue d'ailleurs à en faire. Et puis Afriway a été créé en 2020. Afriway est une filiale de ESC, donc détenue 100% par ESC, pour accompagner les laboratoires pharmaceutiques qu'ils souhaitent à s'implanter en Afrique. Donc, les origines, tu vois, on y revient. On a passé la Méditerranée de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un échec ou un moment difficile qui t'a beaucoup appris? Oui, dans l'entrepreneuriat ou dans la vie personnelle? Dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Effectivement, 2008-2009, je crée ces deux petites entreprises avec des associés pas suffisamment solides financièrement. Au bout de 2 ans, la liquidation judiciaire. Pour les deux. Pour les deux. Là, je suis en 2010. Okay. Ça a été très dur. 2010 ou 2020, pardon? 2010. En 2010, ça a été très dur. Et donc, il a fallu fermer ces entreprises. Et ça a eu un impact aussi d'un point de vue personnel sur la vie de famille, notamment. Et donc, après ça, j'ai continué à être salarié jusqu'en 2020, 10 ans après. Je me suis relancé de nouveau en créant ESC. Et qu'est-ce qui a causé ces échecs? Maintenant, avec le recul, beaucoup de choses. Peut-être déjà le manque de préparation. Manque d'expérience. Voilà, le manque d'expérience. Mais avec le recul, je le prends. À l'époque, si tu veux. Alors aujourd'hui, tu sais, on dit tu peux créer une entreprise avec très peu de fonds. 0 ou 500 euros de capital. Ça dépend de l'activité derrière aussi. Ça dépend de l'activité, voilà. Avec le recul aujourd'hui, ça, par exemple, c'est une leçon.
Non, tu peux pas créer en fonction des activités. À un moment donné, tu dois démarrer avec un minimum de capital pour faire vivre l'entreprise. On parle d'une force Ouais. mentale pour surmonter ces Oui. obstacles. Toi, quel a été toi, le plus grand défi et comment tu as fait justement pour... Tu as dit qu'en 2010, tes deux entreprises Ouais. euh, Ouais. voilà, ont fermé. Comment tu as fait pour rebondir? À ce moment-là, tu reviens dans le giron familial et tu te remets, en fait, tu repars de la source. Donc à ce moment-là, c'est la famille qui est le plus important. Je pense que, quels que soient il faut avoir la famille. Et ça tombe bien parce que, euh, alors je t'ai pas dit, mais avec mes frères et sœurs, puis mon père, on a une culture dans laquelle on n'est pas tout le temps les uns avec les autres, hein, ok. Mais il y a une certitude, c'est quand l'un est en difficulté, il y a un phénomène de solidarité très fort, Mhm. où on s'entraide, on est ensemble. Et ça, je l'ai retrouvé à ce moment-là, 2010-2011, avec la force de la famille. Et ça, c'est super important, et c'est ce qui te permet de pouvoir poursuivre. Il y a le côté, tu sais, en France, on a, malheureusement, je trouve, effectivement, on a un regard qui n'est pas le bon sur l'échec. L'échec, c'est Nelson Mandela, hein, On réussit ou on apprend? voilà, exactement, hein. Donc, et c'est ce qu'on devrait retenir de l'échec. Et la réussite ne vient qu'après, euh, souvent, Mm. beaucoup d'échecs, où je tombe plusieurs fois et je me relève. Et au bout d'un certain temps, toutes les fois où je suis tombé, j'ai appris. Et quand je me relève, je suis encore beaucoup plus fort. Mm. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que j'ai... euh, puis après, bon, écoute, il y a échec et échec. Je retourne salarié, j'ai un boulot, alhamdoulilah, je ne suis pas non plus, Mhm. alhamdoulilah, donc tout va bien. Donc on parle d'engagement et de Oui, dépassement dans ton parcours professionnel, oui, mais il y a un autre engagement chez toi, c'est un engagement qui est plutôt physique. oui, Tu aimes la course à pied. oui, Et la course à pied, notamment pour oui, des œuvres caritatives. oui, absolument. Est-ce que tu Ouais, peux nous en parler? ouais, absolument. Alors avant, j'étais footeux comme beaucoup de gamins de quartier. J'ai joué très longtemps au football et puis j'ai eu beaucoup de blessures. Et à un moment donné, il a fallu arrêter de jouer au football et faire un autre sport. Et un sport qui est absolument génial pour ça, c'est la course à pied. Tu as raison, c'est la course à pied. Donc, et la course à pied, de plus en plus loin. Donc j'ai commencé par un semi-marathon, puis un marathon, et puis j'ai fait 60 km. Et puis l'objectif maintenant, c'est de faire 100 km. Toujours plus loin, pour se dépasser. Euh, et la course à pied, effectivement, elle te permet, que ce soit en préparation, en mental, en dépassement de soi, de donner énormément de force pour continuer à faire tout le reste, notamment dans l'entreprise. Donc, il y a une complémentarité. Et oui, effectivement, euh, tu me dis, ah, bah ouais, mais pourquoi tu cours? Non, mais il est con, celui. Pourquoi il court, celui-là? Alors, tu peux dire, je cours après un ballon, je cours après les filles. Bon, bah ouais, aujourd'hui, j'ai envie de courir pour des choses qui ont du sens. Et donc, effectivement, courir pour des œuvres caritatives ou pour courir pour une association, bah, ça donne encore plus envie, ça donne encore plus de cœur à l'ouvrage. Donc oui, effectivement, on a fait en mai 2024, on a fait le trail d'Amizmiz, on a couru, et on a partagé, on a fait une petite cagnotte qu'on a partagée entre deux associations. Une association au Maroc et une association en France. Parce qu'on est toujours entre les deux, Mhm. Très bien. tu vois. Toujours garder le lien entre les deux. Exactement. Ouais, tout à fait. Et la prochaine course, donc cette année-là, Inch'Allah, je vais faire... L'année dernière, j'ai fait Toulon-Marseille. Je suis Mhm. parti de Toulon pour rejoindre Marseille, De combien 60 de km. kilomètres? 60 km. Je suis parti euh, chemin d'Afrique et je suis arrivé à Toulon. Tu vois, chemin d'Afrique à Toulon. Et je suis arrivé là où on débarquait Mhm. l'armée d'Afrique, où a démarqué l'armée d'Afrique. Et je suis arrivé à l'allée de l'armée d'Afrique à Marseille. L'Afrique. Il y a du sens. Il y a du sens. Il y a du sens. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que nos parents sont partis de rien. Oui, La deuxième génération de presque rien oui, financièrement, oui, mais avec un bagage, oui, avec un accès à l'éducation oui, et pardon, je vais y arriver, une oui, émancipation intellectuelle que n'ont pas eu nos parents. oui, Par contre, oui. pour réussir, Hum, le chemin n'a pas été linéaire, hum, parce qu'il a fallu faire hum, plus que ça. hum, D'ailleurs, toi, tu dis dans une hum, de tes publications, hum. tu dis que j'ai dû faire
plus que les autres Mmh. pour m'en sortir. Oui, absolument. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là? Ouais, absolument. Et ça a commencé très tôt, cette partie-là. J'ai compris très tôt qu'il fallait que j'en fasse plus. À l'école primaire, quand j'ai compris que bon, j'avais des facilités ou en tout cas que ça se passait bien, il fallait que je sois le premier de la classe. Hmm. Et donc, je devais travailler plus que Marine, que Stéphane, que Olivier pour être premier de la classe. C'était super important pour moi. Et puis la suite, quand j'ai commencé à travailler, à être sur le marché du travail, j'ai compris qu'il fallait que je sois, et c'était ma règle, dans tout job que je démarrais, j'arrivais une demi-heure avant tout le monde et je partais une demi-heure après tout le monde. C'était ma ligne de conduite. Tu arrives avant tout le monde et je bosse pendant ce temps-là. Donc oui, ça c'est une... je sais pas te dire pourquoi je l'ai compris et qu'est-ce qui a fait que j'ai compris ça, mais j'ai perçu qu'il fallait que je travaille beaucoup plus. Je suis pas plus intelligent que les autres, donc la différence qui peut se faire, elle se fait aussi par le travail. Et c'est en travaillant et plus que tu apprends plus, qu'on te confie aussi plus de choses. Je veux dire, souvent, je reprends l'exemple du sport, ou l'équipe de football, où j'arrive dans un club de football, comme je suis nouveau au départ, je suis remplaçant. Et puis petit à petit, l'entraîneur me donne ma chance, et donc je joue. Et comme je me donne à fond, eh ben, il me garde dans l'équipe. Et puis petit à petit, hop, chemin faisant, à un moment donné, il me donne le brassard de capitaine. Mais c'est comme ça. C'est pas j'arrive, tu vas être... Non. Et c'est pareil pour tout métier. Le premier job que j'ai fait en CDI, en sortie d'école de commerce, c'est 1 an après mon premier entretien. Mon responsable me dit, écoute Ali, au moment où tu as recruté, on n'était pas sûr, vu d'où tu venais. Alors, on va en parler. N'en dis Ouais. pas, n'en dis pas, Ah, n'en dis bon, pas plus. pardon. N'en dis pas plus parce que D'accord. justement, c'est un sujet Oui. qui est important pour moi. Oui, Mais avant ça, moi, je voulais justement revenir sur cette partie-là, en faire plus. oui. Est-ce que tu as ressenti, toi, une pression particulière d'en faire plus pour prouver ta légitimité? Alors, je sais pas si c'est une pression qu'on m'a mise ou si c'est moi qui me suis mis la pression tout seul, si tu veux. Mais j'ai perçu effectivement qu'il fallait, pour que je sois légitime. Tu as raison, le bon terme, c'est légitime, ou en tout cas que mon origine ne soit pas un sujet, et surtout pas un sujet. Il fallait que j'en fasse plus, parce que du coup, ça met de côté. Ok. Il n'y a plus de problème. On discute plus après de mon origine. Parce que la question ne se pose pas. Ok. Mais tu vois, moi, par Oui. exemple, moi, le en faire plus, il n'était pas de travailler plus Oui, pour être premier ou Oui. pour être parmi les premiers. Moi, le en faire plus, à mon époque, oui, c'était d'avoir un bagage supplémentaire, oui, plus que les autres. c'est vrai. C'était, si je devais avoir un boulot, ben, il fallait que j'ai bac plus 5 par rapport à un bac plus 4. Oui, Et parce que le bagage complémentaire me permettait de me démarquer de l'autre, alors qu'on avait pratiquement le même parcours et Oui. peut-être les mêmes compétences, parce que c'est pas le diplôme qui va donner qui va faire en sorte que j'ai plus de compétences que lui, mais peut-être à compétences égales, ben parce que j'ai un diplôme supplémentaire, ça m'a donné plus de chances que lui. Et moi, ça à l'époque, j'ai beaucoup vécu. Selon toi, quels sont les freins justement pour réussir et comment on peut le surmonter? Ça, c'est une bonne question. Alors, ouais, il y a quand même un élément, c'est un aspect proactif. N'attends rien. N'attends rien de qui que ce soit. Donc, soit on te donne ta chance par rapport à ton travail, à tes compétences, et si on ne te la donne pas, va chercher ta chance ailleurs. Trouve-la ailleurs. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, Excuse-moi, juste un instant, parce que en fait, pour moi, c'est par rapport à des personnes qui sont issues d'un milieu défavorisé ou Oui. qui ont une appartenance ethnique qui ne plaît pas. oui, Et c'est là qui m'intéressait. Ça, pour moi, ça, c'est un frein oui. à l'ascension sociale. Oui, mais c'est tout le propos. C'est ce pourquoi je communique autant sur mes origines. Parce que moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut renverser La tendance. sa tendance. En fait, il faut reprendre les choses à l'envers en disant mes origines étrangères, ethniques,
sont une force et un atout, non pas un frein, et sont une force et un atout, d'abord pour moi, mais aussi pour les autres. Euh, il faut qu'on renverse le discours. Parce que tu as raison. En fait, si tu prends 40 ans après, on est à peu près 40 ans. Moi, on arrive sur la 3e génération. Hein, on est d'accord? Voire la 4e. Voire la 4e, tu as raison. Et donc, mes enfants, ils sont nés en France avec des parents d'origine, mais ils sont nés en France. Et donc, ils ont suivi tout le cursus français. Donc, il ne faut pas que quand ils vont arriver sur le marché du travail, ils soient en difficulté du fait de leurs origines. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, puisque si on est 40 ans après, on va se retrouver dans la situation où ils risquent même d'être, en termes de niveau de job, etc., pas au même niveau, voire en dessous. Donc on sera même dans une situation où potentiellement on peut être en régression. Hein, l'ascension sociale, il y a une forme un plateau. On s'arrête et puis voire même on régresse. Et donc il faut renverser la vapeur en disant attends, non, ces gamins-là là, qui vont arriver là, ils ont une chance incroyable. Ils ont une chance incroyable. Ils ont des parents d'origine étrangère. Ils ont la capacité de s'adapter. Ils sont ouverts sur le monde. Ils sont multiculturels. Ils sont dans un monde qui est aujourd'hui globalisé, enfin, multiculturalisé. J'ai du mal à dire le terme. Mais... Donc, ces gamins-là, c'est une chance. Et c'est une chance dans un contexte où on a une Europe qui est vieillissante, hein, avec des difficultés liées justement au vieillissement de la population, système de retraite, etc. etc. On a une Afrique qui est, elle, au contraire, très jeune, avec une grande richesse, etc. Et ces gamins-là, eux, sont capables de faire le lien. Ils sont capables de faire le lien. Donc, ils sont une force. Mais ça, il y a peu de... Malheureusement, pas suffisamment de personnes qui le comprennent. Moi, je l'ai compris, ça fait déjà maintenant plusieurs années que j'ai compris qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire. Si aujourd'hui, j'entreprends avec l'Afrique, c'est parce que je suis algérien, mais vivant en France. Oui. Donc, c'est super, c'est extraordinaire, en fait. Voilà. Et quand j'entreprends avec l'Afrique, je crée des emplois en France. Aujourd'hui, je t'ai pas dit, mais j'étais tout seul. Aujourd'hui, au sein de ESC, on est 6 personnes. Une équipe de 5 personnes avec moi. Donc, mais c'est des gens que j'ai recrutés en France. Hein, mais qui travaillent aussi parce qu'on a des activités en Afrique. Donc, juste pour finir, enfin voilà, le message, moi, le principal message, c'est que les origines sont une force et pas un frein. On va revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Oui. dans une de tes publications, Oui. qui commence par « Je m'appelle Ali Oui. et non Alain ». Oui. Tu racontes ce moment où ton supérieur Oui. avait un doute sur toi. Oui. Et que finalement, tu as réussi à les convaincre et à percer chez eux. Oui. Comment tu as vécu cette situation? Sur le moment, c'était dur. C'était dur. Parce que, waouh. Donc, on doute de moi. À ce moment-là, j'ai 24, 25 ans. J'ai bossé comme un dingue à l'école. J'ai fait mon école de commerce. J'ai bossé, j'ai fait des stages, etc. Et au final, en matière de recrutement, on me dit, on avait des doutes sur toi du fait de tes origines. Waouh. Je lui ai jamais dit à mon... Peut-être que j'aurais dû lui dire, d'ailleurs. Maintenant, si je le voyais, je lui dirais. Mais tu te rends compte de ce que tu as dit à l'époque? Est-ce que tu mesures l'impact que ça a pu avoir à l'époque? Donc, j'ai pris sur moi. Et je bossais. Mais je me suis aussi dit, ça veut dire que c'est pas gagné. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin. On a encore beaucoup de choses à faire. Et dans le beaucoup, on verra, mais dans le beaucoup, il y a effectivement cette idée que on est là. Hein. Maintenant, on est là. Hein. Moi, mon père et ma mère, ils ont traversé la Méditerranée. Mais nous, maintenant, on est là. On vit ici, en France, en Europe. Et donc, on est là. Et maintenant, il faut faire avec nous. Alors, pour faire mieux et donner la chance justement à ces jeunes qui sont issus de milieux défavorisés, ayant une appartenance ethnique particulière ou qui ont une identité quelconque, peu importe leur... Toi, tu as décidé d'entreprendre et de créer un cadre professionnel inclusif. Oui.
Pourquoi certaines Ouais. entreprises ont du mal justement à s'ouvrir à la diversité, selon toi? Écoute, d'abord parce que, moi j'ai travaillé pour des entreprises, comme on dit franco-françaises ou entre guillemets «franchouillardes», heu et très sincèrement, je pense que elles se rendent même pas compte. Je te Elles se rendent pas compte. Jusqu'au moment où elles commencent à recruter un ou 2 collaborateurs, issus de la diversité. Puis là, elles découvrent, elles se rendent compte: «Ah finalement, ça se passe très bien, dis donc!» Donc, donc ces entreprises après tu as des entreprises qui sont comment dire? Dans des environnements beaucoup plus cosmopolites, mais tu prends une entreprise, qui est dans un département, où il y a très peu de diversité, et bien cette entreprise-là va finalement assez peu recruter et ne se rend pas compte effectivement de la chose. Donc elle peut avoir quelque part des a priori, hein, au recrutement avant de le faire. Donc, moi, le conseil, si je devais un conseil à donner à toutes les entreprises, ce serait effectivement à un moment donné, d'intégrer des personnes issues de la diversité autant que faire se peut, pour qu'elles se rendent compte de la chance qu'elles peuvent avoir au sein de leurs entreprises et ce à quoi elles manquent si elles ne le font pas. C'est vraiment ça. Parce que, heu j'interviens pour une entreprise où, en mission là depuis, où il y a enfin je suis tout seul, hein, d'origine, étrangère. Je suis le seul, j'interviens, ça se passe très, très, très bien. Bien, l'entreprise aujourd'hui, commence à changer son regard, par rapport à cette diversité-là. Donc, c'est comme tout, à force de vivre, quand on vit avec les gens, on se rend compte à la manière dont ils vivent, on se rend compte comment ils sont Mmh, et ça change énormément le regard. tout à fait. Mais tant que tu ne vis pas avec, tu ne t'en rends pas compte. Mais je pense aussi, ça passe par, un peu comme tu l'as dit une fois, tu as dit, heu: «Vous avez des doutes sur moi, Mmh. bah, apprenez à me connaître Oui, pour ne plus en avoir». oui, Et c'est pour ça que toi, sur LinkedIn, oui, tu parles de ta maman, oui, tu parles de ton papa, oui, tu parles de tes voisins, tu oui, parles, voilà, de toute cette, oui, de toute cette, de toutes ces composantes qui oui, font la diversité et justement pour dire: «Voilà, je suis oui, pas différent, oui, je ne suis pas un étranger, qui fait peur, non. oui. J'ai une Oui, bien vie sûr, et voilà bien sûr. avec, des bons moments, et qui, sont, on va dire, partagés par d'autres». Tout à l'heure, on parlait de l'amour inconditionnel de Oui, ta maman. oui, C'est valable pour toutes les mamans, bien sûr, quelles que soient les bien ethnies, donc sûr, et c'est pour ça que c'est important, voilà, bien de sûr, montrer tout ça bien et sûr. je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer, Oui, les choses, oui, pas seulement en entreprise, mais oui, en le montrant, comme oui, tu dis, voilà oui, et oui. ça, c'est important. J'ai une Mmh. anecdote, je te raconte. J'ai une anecdote sur une mission justement pour des entreprises françaises d'un groupe suédois et donc dans le cadre du processus pour intégrer cette mission, je passe l'entretien avec le groupe suédois, les Suédois et les Suédois me disent: «Mais Ali», donc très bien le parcours et cetera. Ils me disent à la fin, ils me disent: «Mais Ali, tu n'as jamais travaillé avec les Suédois, avec des Suédois. Qu'est-ce que tu en penses?» Moi je lui ai dit: «Écoutez, j'ai travaillé avec des Allemands, des Anglais et ça s'est toujours bien passé. Et pourquoi? Parce qu'on a appris à se connaître. À partir du moment où on se connaît, ça se passe très, très bien. Très souvent, quand je vais faire connaissance vers d'autres cultures, les sujets sur lesquels je vais, ce sont les sujets des liens familiaux. Mmh. Parce que ceux-là, ils sont universels. Quelles que soient les nationalités, les liens familiaux, ouais. On a tous des problèmes avec nos épouses, nos mères, nos enfants. On a tous la même vie de ce point de vue-là. Donc, c'est le point clé, Mmh. hein, c'est d'aller vers les liens. Ce qui nous unit, Tout ce à qui fait. fait qu'on est humain, ce sont les liens. Et donc, quelles que soient les cultures, parce que les cultures, ce sont des constructions historico-géopolitico, on va dire ça comme ça. J'emploie pas peut-être Mmh. pas bien le terme, mais c'est alors que les liens familiaux, c'est du personnel, ça nous touche tous. Ça nous touche Ouais. tous. Donc, on parle. C'est pour ça que je reste sur ces échanges-là pour dire, on est tous pareils. On a tous une mère qui est encore là ou pas là, Mmh. un père, un frère, une sœur. Et c'est ça qui nous rassemble. Et Oui, de ce point de vue-là, on est tous pareils. il y a une question qui se pose quand on voit, les générations d'immigrés, Mmh, les sacrifices de la première génération, mmh,
et les incertitudes des générations Futur. suivantes, Oui. on voit que dans les descendants d'immigrés, on doit prouver Mmh. qu'on est chez nous, ici en France. Oui, alors je te rejoins complètement sur le fait qu'il n'est pas normal qu'on doive encore prouver qu'on est, français, pour ceux qui sont français, en tout cas qu'on est partie intégrante de ce territoire, qui est la France. Heu mais peut-être, hein, je dis bien peut-être que, jusqu'à maintenant, on n'a pas suffisamment, quand je dis «on», c'est peut-être la première génération qui était encore dans un état d'esprit, «Je vais retourner au Tout à fait. pays», et donc on n'était pas encore suffisamment acteurs, Mmh. heu, partie prenante. Donc aujourd'hui, et c'est aussi une des raisons, qui motive le fait que je communique, sur les origines, c'est de dire: «Attends, moi je suis entrepreneur en France, je suis content de le faire, avec mes origines, et je contribue, et il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec. Vous n'avez plus le choix. Mmh. Je suis là, je ne vais pas, disparaître, et mes enfants sont là, ils vont pas disparaître. Au contraire, mes enfants, je vais leur dire: "Allez-y, go!" Hein? Je vais les aider, on va les aider, et pas que mes enfants, tous les enfants d'origine. Parce que c'est maintenant un sujet. On parle de combien de millions de personnes? 7 millions, je crois. 7, 8, Ouais, ouais. 7 à 8 millions de personnes en France. Donc c'est très significatif comme population. Donc cette population-là, aujourd'hui, elle doit être actrice, de la vie, en France. On a notre place Oui, ici en bien France, sûr, on est chez nous, bien on a sûr, grandi en bien France, sûr, mes enfants, tes enfants ouais, ont grandi en France bien sûr, et ils se sentent pleinement français bien sûr, et pleinement bien sûr, algériens ou bien sûr, marocains ou tunisiens. bien sûr, Voilà, bien sûr. et en plus, ils ont cette richesse-là. Mais s'ils sont Mmh, pleinement, ils sont pas moitié-moitié, hein, ils sont mmh, pas 50% mmh. français Non, non, c'est 100 et et 100. c'est 100 et 100, Tu hein. te rends compte? Donc, C'est c'est ça qui est, 200%. c'est exactement ça. Donc moi, j'y vois. Alors moi, je suis à la fois Mmh. inquiet et Ouais. je suis Oui, quand même positif, hein. oui. Mais et toi, quel est est-ce que tu as des espoirs, un espoir, des inquiétudes sur les générations futures? Oui, des inquiétudes, oui, j'en ai, parce que quand je vois, l'évolution, d'une opinion politique, très forte, à l'extrême droite, hein, on va dire les mots tels qu'ils Bien sont, sûr, ouais. en France et en Europe, Mmh. je suis inquiet. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc il y a quelque chose qui a pas fonctionné». Donc de ce point de vue-là, je suis inquiet. Quand je regarde, en fait, derrière ce qu'il peut y avoir, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi une, une, une visibilité, ou en tout cas une action forte, d'un point de vue médiatique, sur une partie de la réalité, ou un focus sur une idée Mmh. qui est, l'idée elle est simple, c'est, heu, l'immigration, l'étranger est un problème en France. C'est ça, cette idée qui est matraquée, et on trouve tous les sujets possibles pour, conforter, dans cette idée, et le truc, c'est que c'est un peu David contre Goliath, quoi. Parce que quand je vois effectivement la puissance que peuvent avoir, hem, des médias, hein, qui vont, véhiculer ces idées-là, je me dis: «Waouh, nous, on est tout petits, en fait, Oui. pour contrebalancer ça». Donc ça veut dire que chacun, moi, c'est peut-être le message que je donnerais, et c'est peut-être le message d'espoir, c'est que, heureusement, il y a énormément, de seconde génération et de troisième génération qui arrivent, qui sont, très bien diplômés, qui occupent des postes, à responsabilité, qui entreprennent, qui sont des 2 côtés, qui, dépassent tous les sujets polémiques, Mmh. qui sont capables de réfléchir, de s'organiser aussi, Oui, et qui participent à la richesse de la France et qui aussi. participent bien sûr à la richesse de la France. Mmh. Et donc, quand je vois ça, je me dis: «Waouh, il y a de l'espoir». Le truc, c'est qu'il faut maintenant simplement dire: «Écoutez, on est là, Mmh. il va falloir faire, avec nous, heu, on va vous aider». Tout à fait. Mais il faut aussi que vous appreniez, si vous connaissez pas bien, notre culture, d'où on vient, il faut aussi qu'on vous explique un peu notre histoire. Vous allez comprendre, Tout à mais fait. au bout du compte, vous allez voir, ça va être super. Donc c'est bien, on termine sur une note Ouais, d'espoir et c'est ça qui est intéressant. ouais, Ali, merci. merci pour cette conversation riche et inspirante. Heu, Est-ce que tu souhaites ajouter un message aux me auditeurs? Oui, merci Jamel, de ton invitation. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'être soi-même, et surtout d'être fier. Je pense que être fier et montrer qu'on est fier de ce qu'on est, et vous allez voir, heu,
tous ceux qui vont apprendre à vous connaître n'en seront que ravis. Alors, merci beaucoup pour ta sincérité et Oui. ton partage. Merci Jamel. Merci. Merci.